existe-t-il un geste plus machinal et plus banal que celui de regarder l'heure? La montre est l'un des objets les plus communs de notre quotidien. Il s'en vend 1 demi-milliard par an. Quelle révolution que la montre! Grâce à des roues dentées et des ressorts, l'homme a mis l'heure dans des petites boîtes pour pouvoir la contempler à volonté. L'ingéniosité des horlogers est sans limite. La plus petite montre du monde ne pèse qu'1 gramme et n'est pas plus large qu'un petit pois. Quant à celle que vous portez à votre poignet, c'est un instrument de mesure d'une incroyable précision. Pourtant, jusqu'au 19e siècle, posséder l'heure, être propriétaire de l'heure est un privilège de riche. Les autres se contentent d'utiliser des sabliers. Qu'il s'agisse d'horloges, de montres ou même de sabliers, les machines à fabriquer et à garder le temps sont toutes basées sur le même principe. Elles combinent 3 éléments de base. Une source d'énergie qui produit un mouvement, un régulateur qui le contrôle pour le rendre le plus régulier possible et un affichage qui indique l'heure. La plus simple des machines à fabriquer l'heure est sans nul doute le sablier. On peut en dater approximativement l'invention vers le XIIIe siècle. Reprenons nos 3 éléments de base. Le mouvement, c'est le sable qui s'écoule sous l'effet de son poids du compartiment du haut vers celui du bas. Le régulateur, c'est le goulot d'étranglement du sablier qui régule le débit du sable en le laissant s'échapper en un petit filet. Et l'affichage, ce sont des graduations disposées sur le corps du sablier. Quand tout le sable sera en bas, mon œuf à la coque sera cuit. Le sablier restera l'instrument de mesure du temps le plus répandu jusqu'au XVIIIe siècle. Il est beaucoup moins cher que les montres mécaniques et sa précision reste longtemps suffisante pour de nombreuses utilisations quotidiennes. Oui, mais voilà, ce n'est guère pratique. Le sablier doit impérativement rester vertical pour bien fonctionner et l'affichage est plus que sommaire. Les horloges mécaniques apparaissent à peu près à la même époque que le sablier. C'est une révolution dans la vie des hommes. À proprement parler, à l'aide de roues dentées, de poids et d'aiguilles, ils peuvent fabriquer du temps. Leur temps. Ils choisissent à leur guise de tronçonner la journée en heures de durée égale, ensuite en minutes, ensuite en secondes. Les horloges sont des objets de luxe et de pouvoir, et chaque ville se bat pour en accrocher une à son beffroi ou à sa cathédrale. Et la montre alors? Une montre, ce n'est jamais qu'une horloge que l'on peut porter sur soi. Son invention date donc de l'époque où on a su résoudre 2 problèmes. Loger dans une petite boîte un mécanisme qui tient dans une armoire, dans le cas d'une horloge. Ensuite, fabriquer des mouvements d'horlogerie qui ne sont pas perturbés par les déplacements. C'est vers l'an 1500 que naissent les premières montres. Examinons un mécanisme d'époque pour comprendre comment sont réalisés nos fameux 3 éléments de base, à savoir le mouvement, le régulateur et l'affichage. Le mouvement est donné par un ressort enroulé dans un boîtier cylindrique. À mesure qu'il se détend, il entraîne la boîte dans un mouvement de rotation. Le régulateur fonctionne avec ce que l'on appelle un folio. Il s'agit d'une sorte de tourniquet qui est en contact avec une roue dentée entraînée par la force du ressort. Quand une dent de la roue cogne sur la palette supérieure du folio, elle le fait tourner dans un sens. Un instant après, la palette inférieure du folio arrive à la rencontre de la roue. Elle lui donne une impulsion, mais en sens inverse cette fois-ci. Par son mouvement alternatif, le folio libère la roue par à-coups et il régularise le déroulement du ressort. L'affichage, enfin, est composé d'une simple aiguille donnant les heures. Mais ces premières montres sont très imprécises, c'est leur grand inconvénient. L'aiguille peut retarder ou avancer d'une demi-heure par heure selon que le ressort est bandé à bloc ou qu'il est en bout de course. Pour les remettre à l'heure, on repère chaque jour midi au soleil, quand il est au plus haut de sa course et quand il n'y a pas de nuages. Qu'importe, les hommes, tout à leur excitation de mettre le temps en boîte, perfectionnent leur montre sans relâche. Au XVIe siècle, la profession d'horloger prend son essor. On travaille en corporation et les villes de Blois, Paris, Genève et Londres sont réputées pour leur production. Les premières montres ont la forme d'un petit tambour ou d'une sphère, puis deviennent rondes et bombées. On les porte attachées par une chaîne autour du cou ou à la taille. Elles sont le privilège des nantis et des princes. On les décore comme des bijoux, ce sont de véritables objets d'art. Les scientifiques aussi s'intéressent au temps. Galilée, qui développe la nouvelle théorie des mouvements, cherche à le mesurer. Mais aucun instrument n'est suffisamment précis pour ses besoins. Du XVIIe siècle pour voir entrer l'horlogerie dans l'ère de la précision grâce à Christian Huygens.
Ce Néerlandais, l'un des plus grands esprits de l'époque, s'intéresse à tout, les mathématiques, l'optique, la mécanique, l'astronomie. Il a compris que le point faible des horloges et des montres est leur régulateur. Jusqu'à présent, la bonne marche de l'aiguille dépend d'un ensemble de phénomènes que l'on ajuste tant bien que mal. La force du ressort, les frottements, l'usure des rouages, l'inertie du régulateur, etc. Alors, Huygens va inventer un régulateur dont la cadence est complètement autonome du reste de la mécanique qui l'entoure. Il porte son propre rythme en lui. Qu'importe les variations de force du ressort ou les frottements des roues dentées, ce régulateur bat parfaitement la mesure, tel un métronome imperturbable et idéal. Mais quel est donc le secret de Huygens? Un ressort, un simple ressort spiral. Huygens a le génie d'enrouler un ressort spiral autour de l'axe des régulateurs à folio. De cette manière, plus le folio part fort dans un sens, plus il est ramené vite par le ressort. Moins il est lancé fort, moins vite le ressort le ramène. Ils ont l'expérience. Si vous ne lui donnez pas trop d'élan, ce régulateur oscille toujours avec la même fréquence. Désormais, il y a deux ressorts dans la montre, celui qui fournit l'énergie pour entraîner l'aiguille et celui du régulateur qui lui donne une marche régulière. Nous sommes en 1675 et il n'est pas trop de dire que la découverte de Huygens révolutionne l'horlogerie. On considère enfin les montres comme de véritables objets utilitaires dignes de conserver le temps. L'aiguille des minutes fait son apparition en 1691. Les montres atteignent des précisions de l'ordre de 5 minutes par jour, soit 10 fois mieux qu'auparavant. Mais c'est pourtant encore insuffisant pour la science. Pour gagner en précision, la voie est désormais toute tracée. Il faut éviter tout ce qui peut perturber le mouvement du régulateur à ressort spiral de Huygens. L'anglais Mudge et bien d'autres horlogers s'évertuent donc à diminuer au maximum les contacts entre ce petit mètre du tempo et les roues dentées qui entraînent les aiguilles. Au début des années 1700, la barre est placée très haut. Pas assez précises vos montres. Qui donc jette ce jugement sévère aux horlogers? Ce sont les marins. En navigation, on ne badine pas avec la précision, surtout à une époque où l'on se bat pour la conquête du monde. Les grandes puissances européennes offrent des récompenses faramineuses à qui saura fabriquer un chronomètre de marine capable de garder l'heure du port de départ sans dériver. Au milieu de l'océan, quand le soleil est à midi pile au-dessus de sa tête, le capitaine consulte son chronomètre et note le décalage horaire qu'il indique. Il peut donc déterminer sa position par rapport à son point de départ. En 1761, le Britannique John Harrison fabrique une merveille de précision qui dérive de moins de 2 minutes entre l'Angleterre et les Indes. Pour réaliser cette prouesse, il utilise des alliages métalliques spéciaux qui rendent sa montre insensible aux variations de température. Et pour réduire à néant les frottements, il fixe des embouts en pierre précieuse à l'extrémité des axes en rotation. La montre se sophistique. L'aiguille des secondes fait son apparition vers 1785 et le remontoir en 1842. Auparavant, on remontait le ressort d'entraînement avec une clé. Mais la montre est encore un objet de luxe. Il faut attendre 1867 pour voir apparaître en masse des montres peu chères. Elles sont suisses, ce sont des Roskopf. Et elles sont baptisées montres du prolétaire. C'est l'époque où l'heure fait irruption dans le monde du travail. En 1900, il se vend déjà des dizaines de millions de montres par an. L'année 1905 marque une petite révolution des mœurs. La montre commence à se porter au poignet avec un bracelet. C'est tellement plus rapide que de l'attraper dans sa poche et d'ouvrir son couvercle. On la perfectionne chaque fois un peu plus. Mais les horlogers de la fin du XVIIIe siècle ont porté leur art à une telle perfection que la montre ne connaît pas d'amélioration fondamentale jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est alors qu'intervient une nouvelle révolution dans le monde de l'horlogerie. On est en 1967 et la mécanique cède enfin la place à l'électronique avec l'arrivée des montres à quartz. Le quartz de nos montres est une petite lamelle de cristal. Quand on l'excite avec un courant électrique, il a la propriété de vibrer plusieurs milliers de fois par seconde avec une très grande régularité. Ce quartz joue exactement le rôle du régulateur spiral de Huygens. Il impose sa fréquence d'oscillation au courant électrique qui l'excite. Ensuite, on divise la fréquence du quartz grâce à des circuits électroniques. Prenons une fréquence égale à 32 768 oscillations par seconde. Divisons-la par 2, 15 fois de suite. On obtient une fréquence qui bat la seconde, directement utilisable pour compter les minutes et les heures.
Pour faire rentrer toute cette nouvelle quincaillerie dans une simple montre, il a fallu attendre l'apparition des transistors et des puces électroniques. Ces éléments miniatures sont aussi très peu gourmands en énergie. Une pile de la taille d'un ongle peut durer des années. L'affichage aussi a connu un grand bouleversement. Les aiguilles sont parfois remplacées par un affichage à chiffres que l'on réalise aujourd'hui grâce à des cristaux liquides. Dans ces petites merveilles, plus une seule pièce n'est en mouvement. Et comme la miniaturisation des circuits électroniques se poursuit à une vitesse effarante, les fabricants commencent à bourrer la montre de fonctions nouvelles. Pourquoi se contenter de donner l'heure ?